Ok, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de créer des idées originales. Donc, si tu observes, tu te connectes sur les flux d'actualité, tu te rends compte que très vite que ça grouille de clones qui répètent en boucle encore et encore les mêmes idées. Pourquoi? Parce que ce sont des idées qui sont facilement accessibles. Donc, comme la plupart, comme l'être humain de manière générale est flemmard, eh ben, on se contente de répéter ce qu'on a entendu sans aller chercher plus loin. Et s'il est évident que les idées originales, elles permettent de se démarquer, la grande question, finalement, c'est comment inventer ses propres idées. Parce que, encore une fois, il y a les idées qui sont facilement accessibles, mais pour créer une nouvelle idée, pour passer de 0 à 1, c'est beaucoup plus difficile que de répéter ce qui est existant. Par contre, c'est évident que quand on trouve une nouvelle idée qui match, qui colle, qui résonne avec le marché, on appelle ça l'adhérence, il y a des choses qui se passent au niveau de ton audience, de l'acquisition, de l'attraction que tu commences à générer sur les réseaux. Et voilà. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de transmettre 2 méthodes. Alors, aussi surprenant qu'ils soient, avec la bonne méthodologie, et puis de la passion aussi, c'est beaucoup plus facile à créer tes idées qu'il y paraît. Donc, si tu comprends ce que je vais expliquer dans ce podcast ici, tu vas être capable de créer tes propres idées. Alors, je vais te donner le principe de base et puis ensuite on va approfondir cette idée. Je veux vraiment mettre un point d'honneur, c'est que j'aime pas donner des conseils trop tactiques. Je vais essayer quand même de te diriger avec quelques grands principes. Et si tu suis l'idée de fond, tu verras que très rapidement, ça va faire des bébés, ça va donner quelque chose. Trust the process, comme ils disent les Américains. Alors, les 2 méthodes en question, premièrement, on va voir comment voler les idées des disciplines adjacentes. Donc c'est un sujet dont j'ai déjà parlé plusieurs fois pour ceux qui me suivent. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller écouter d'anciens podcasts. Et la deuxième idée, c'est de créer un champ de distorsion avec une philosophie personnelle. On va voir ce que c'est. Donc c'est parti. Première chose, importer les idées des disciplines adjacente. Alors, petite citation pour commencer, parce qu'il faut bien comprendre que la nature, elle est interconnectée, un peu comme une grosse guirlande de Noël, d'accord? Et on a John Muir qui nous dit, c'est un philosophe qui nous dit, quand nous essayons d'extraire une chose, nous la trouvons reliée à tout le reste dans l'univers. Donc imagine une grosse guirlande de Noël, quand tu tires dessus, t'as tout le sapin qui vient, t'as toute la guirlande qui vient, les boules de Noël avec, tu te prends tout le merdier sur la gueule. Donc on a vraiment, dans la nature, tout est interconnecté de cette manière-là, d'accord? Et le marketing finalement, le business, tout le flux finalement, comme ton trafic qui passe à travers ton business, qui achète ou non, finalement sont des forces qui sont interconnectées entre elles, qui font que ça va produire certains comportements. Et donc, moi, j'aime voir toute cette grande machinerie, non pas au travers du prisme du marketing, parce que tout le problème, c'est que quand tu n'étudies que ta discipline, donc déjà la première chose, c'est que tu vas répéter la même chose que tout le monde, et la deuxième chose, c'est que tu vas voir la nature seulement d'un point de vue de ta discipline. Il suffit de, par exemple, te parler avec un copywriter, quelqu'un qui écrit pour vendre, il va essayer de résoudre tous ces problèmes avec un message de vente. Il va essayer de résoudre tous ces problèmes en améliorant la copie. Alors que, en tant qu'entrepreneur, tu veux voir le système dans son ensemble et tu te dis, bon, ben, peut-être que si les taux de conversion baissent, c'est pas à cause, c'est pas un problème de mon argumentaire, c'est peut-être un problème de réputation derrière à cause de l'expérience client, ou c'est peut-être un problème d'acquisition. Je me mets à acquérir des gens de moins bonne qualité, ou ça peut être pour diverses raisons et tout est interconnecté. D'accord? Donc, si tu envoies du mauvais trafic dans ton business, du trafic de moins bonne qualité, eh bien, tu auras tes conversions qui vont baisser. Et je discutais encore avec un de mes partenaires, un nouveau partenaire en crime, d'accord, si tu te reconnais, si tu m'écoutes, et on discutait de ça, et finalement, alors lui, il vient d'un autre monde, d'un plus du e-commerce, et on a des stratégies qui sont différentes. Dans le e-commerce, on est plus sur de la masse, donc on va faire rentrer beaucoup de monde, donc on va avoir tendance à suroptimiser le coût par ligne quand on fait de la publicité. Dès qu'on arrive dans le monde de l'infoproduit, où on vend du coaching par exemple, si tu
optimises vraiment, si tu te focalises uniquement sur combien te coûte un lead, le risque, c'est que tu vas attirer des leads qui, derrière, ne convertissent pas. Parce qu'on se rend compte, si tu fais un peu de publicité, très vite, que les leads qui prennent un appel et qui signent un coaching sont des leads qui coûtent généralement beaucoup plus cher. Et si tu trouves des leads pas chers qui signent des coachings, t'es sur un filon. Mais de manière générale, le lead coûte plus cher. Donc, si tu te mets à l'optimiser, Facebook va comprendre que tu veux Facebook ou une autre plateforme va comprendre que tu veux des leads de mauvaise qualité, enfin, pas de mauvaise qualité, mais de certains types. Et il va t'envoyer ces leads-là, même si c'est des leads qui, derrière, ne convertissent pas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on veut une vue d'ensemble, et quand tu es bloqué dans ta thématique, tu ne vois que, comme dit Munger, un homme qui a un marteau voit tous les problèmes comme si c'était des clous. Et donc on s'enferme dans cette vue unilatérale, et donc ce qui fait que déjà pour toi-même, pour prendre des décisions, c'est pas terrible, ton jugement est extrêmement limité parce que tu vois qu'une partie de la réalité. Et de l'autre côté, tu vas faire que répéter encore et encore les mêmes idées. Donc moi, à la place de concevoir le business comme à travers le marketing, ou à travers la productivité, les opérations, etc., je considère ça comme un système social, comme une machine sociale. Parce que finalement, c'est quoi? Le business, c'est juste une machine qui va transformer des comportements en d'autres comportements désirés. C'est-à-dire que en tant qu'humain, on va avoir tendance, on arrive dans un endroit, tu vois, nos comportements dépendent directement du contexte dans lequel on est, et le business est un contexte qui vient influencer ce comportement. Donc je dis, je veux certaines personnes qui arrivent au contact de mon business, je veux qu'ils se comportent d'une certaine manière, et s'ils se comportent de cette manière-là, mon business va être plus profitable, d'accord? Et donc, basiquement, j'observe des êtres humains qui réagissent face à des stimuli. Et donc, tu vois, si tu réfléchis comme ça, tu peux déjà sortir du marketing. Tu peux juste observer la réalité en dehors du prisme du marketing. Alors, je dis pas que le marketing n'est pas utile, je dis simplement qu'en prenant du recul et en disant, je suis en train d'observer simplement l'univers et son interconnectivité, en action, et je veux comprendre les briques de cet univers à des niveaux beaucoup plus fondamentaux. Donc j'observe un être humain qui est face à une stimulation et qui va réagir d'une certaine manière. D'accord? Et donc je vais apprendre notamment la psychologie, tu vois. Je vais apprendre la pensée en système, je vais apprendre mais aussi la chimie, la biologie, je vais apprendre l'économie, je vais apprendre le marketing, je vais apprendre le storytelling, je vais apprendre le branding, je vais apprendre un peu de physique. Parce que la physique, c'est la théorie du tout, d'accord? La physique, justement, cherche à étudier cette interconnectivité de la nature dans son ensemble. Bref, je suis pas un expert de physique, je suis pas un expert en chimie, loin de là. Hein. Je veux dire, je discute avec un physicien même de première année, il va déjà me prendre pour un bras cassé, mais j'ai pas besoin d'en comprendre beaucoup, j'ai juste besoin de comprendre quelques idées. Et déjà, quand tu comprends, là où je veux en venir, c'est que si tu étudies des idées adjacente, et je me rends compte au moment où je te parle que j'ai oublié de te citer le principe de base, qui est honte à moi, donc je vais te citer ce principe de base qu'il faut vraiment comprendre, c'est pour avoir des idées différentes, tu dois consommer des idées différentes. Ça paraît bête et con, mais si tu continues à consommer encore et encore les mêmes idées que tes concurrents, que ces gens sur ta thématique, tu vas répéter les mêmes choses, d'accord? Input égale output. Et donc, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho, d'accord? Si tu vois 1 million de fois passer les mêmes choses. Et c'est rigolo, j'observe un petit peu la dynamique du marché, et je dis, tiens, il y a un nouveau gros qui arrive. Par exemple, là, ces dernières années, aux États-Unis, il y a Hormozy qui est arrivé, qui est venu un peu péter les idées traditionnelles du business, en mode, c'est pas un problème marketing, c'est plutôt un problème d'offre ou un problème de valeur. Et donc maintenant, tu vois, ils sont tous en mode clone à répéter ce que Hormozy dit, en mode faites plus de volume. Tu vois même les termes, d'accord? Il faut créer une offre irrésistible, il faut envoyer de la valeur. Moi, ça fait 6-7 ans que je dis ça. Alors, j'ai pas malheureusement l'emprise de Hormozy sur le marché comme lui, mais c'est des idées que je comprends depuis des années parce que j'ai cette vision d'ensemble. D'ailleurs, au passage, Hormozy est aussi énormément inspiré de Charlie Munger, qui est mon inspiration de cette approche-là. C'est pour ceux qui me suivent le savent déjà. Alors, donc on a cette chambre d'écho, on a ces choses qui se répètent, donc forcément, toi tu viens, si tu étudies ta thématique, ces idées elles sont très facilement disponibles, et tu te mets à répéter les mêmes idées, et tu te mets à voir les choses comme tout le monde. Donc, d'un point de vue création de contenu, tu te différencies pas, et puis d'un point de vue prise de décision, tu te différencies pas, ce qui fait que tu utilises les mêmes stratégies que tout le monde, et que tu racontes les mêmes choses que tout le monde, et donc du coup tu auras les mêmes résultats que tout le monde.
Et tout le monde a pas beaucoup de résultats. Un créateur, en moyenne, je dirais qu'il gagne pas loin de 1 ou 2 euros par mois. Enfin, je dirais un truc comme ça. Enfin, la création de contenu, il y a très très peu de monde qui gagne correctement sa vie en création de contenu, contrairement à ce qu'il peut paraître. Il y a beaucoup de... C'est beaucoup gonflé. En principe, tu peux diviser par 10. J'aime bien faire des calculs des fois. Bref. Donc, tu veux te différencier. Donc, tu vas me dire, ok, bon, bah, j'apprends des idées des domaines parallèles. Par exemple, tu vois, en chambre d'écho, si je te dis, bah, un ingénieur, si tu lui parles des fondamentaux de la thermodynamique, il maîtrise, il va comprendre, il va te l'expliquer mieux que je pourrais te l'expliquer. Par contre, si je te parle de thermodynamique, si t'es créateur de contenu, tu vas me dire, attends, moi j'y connais rien en thermodynamique, et d'ailleurs j'ai probablement pas besoin de thermodynamique, d'accord? Comment je pourrais me servir de la thermodynamique en business, quoi? Ça fait pas sens. Mais en réalité, tu peux t'inspirer d'idées de la thermodynamique. Alors tu vas pas appliquer les mathématiques derrière la thermodynamique, c'est juste un exemple, hein, mais tu vas comprendre par exemple, une des lois en thermodynamique, c'est que l'énergie ne peut pas être créée ou détruite, seulement échangée. D'accord, il y a rien, tout se transforme hein, dans la nature, et donc on peut utiliser cette idée-là et l'observer notamment sur les systèmes de croyances. D'accord, si on met un groupe de personnes qui ont des croyances différentes ensemble et qui ils passent suffisamment de temps ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une régulation des croyances jusqu'à ce que tout le groupe pense un petit peu la même chose. C'est pour ça que trouver des gens qui sont bien plus avancés que toi, genre si tu veux te mettre à fréquenter 3-4 personnes qui sont bien plus avancées que toi, dans 3-4 mois, tes croyances auront évolué, donc du coup ton comportement aura évolué et tes résultats avec. Donc là, on comprend qu'il y a un échange d'énergie qui fait que le système s'équilibre. Donc on est sur une métaphore ici de la thermodynamique, mais quand tu comprends différents de ces modèles de fond, tu vois, tu peux t'en servir. On a par exemple, je peux te faire deux petits trucs, deux petits exemples. On a le contexte influence les comportements, d'accord? Et donc là, on a Robert Cialdini avec sa fameuse persuasion, d'accord? Et on a aussi un autre truc, c'est les croyances, comme je disais avant, les croyances d'un groupe s'équilibrent. Donc je pourrais appeler ça, tiens, on va inventer un petit mot, le paradigme mimétique. Voilà. Donc on se rend compte que le paradigme définit le résultat et donc on apprend les paradigmes par mimétisme, c'est-à-dire par copie de l'autre, on a cet échange de croyances qui se fait. Donc du coup, paradigme mimétique, voilà, paradigme mimétique. Je t'explique, je pourrais te vendre un truc sur le paradigme mimétique, comment shifter ton paradigme sans même y penser et puis arriver dans un monde où tu as des résultats qui sont au-delà de tes espérances. Voilà, je pourrais faire un mécanisme comme ça en copywriting. Ça peut être un petit peu tiré par les cheveux, là je le fais à la volée, quoique on a vu des trucs plus dingues que ça. Alors, donc voilà, c'est juste, je te parle de thermodynamique, je dis pas forcément qu'il faut que tu étudies la thermodynamique, mais pourquoi pas, enfin moi j'ai pas une grande connaissance en thermodynamique, mais c'est une idée que j'utilise de temps en temps, comme je viens de te l'expliquer ici. Voilà, tu vois, donc moi cette idée de tout est interconnecté, je le tire de Charlie Munger. Je vais te faire une petite citation aussi, d'accord, de Munger pour changer. Il nous dit, pourquoi chercherais-je une nouvelle stupidité? Alors Munger, lui, il cherchait beaucoup les erreurs qui ont été commises. Donc, mais on peut remplacer ça par idée. Donc, pourquoi chercherais-je une nouvelle idée minuscule, insignifiante et difficile à trouver dans mon propre domaine, alors qu'une grande idée importante et facile à identifier se trouve juste de l'autre côté de la clôture, dans le territoire professionnel de quelqu'un d'autre? Donc là, il explique très bien, comme il comprend cette interconnectivité, qu'il va aller chercher les grandes idées. Donc, au lieu d'étudier des concepts obscurs de l'économie, il va aller chercher des concepts de la science, il va chercher des concepts de la physique, voilà. Et il va voir pour s'en servir, parce qu'il observe le business comme un système social. Et donc, du coup, si on observe le business comme un système social, ce système social, il est soumis aux lois physiques et aux lois psychologiques. D'accord, on a le monde psychologique et le monde physique. Le monde physique qu'on peut mesurer, et le monde psychologique qui se passe à l'intérieur de la tête d'un individu, qui est un résultat du monde physique aussi, d'accord. Et donc la biologie, par exemple, on a le concept d'incentive en biologie ou le concept de conservation d'énergie dans la nature et qui se retrouve en biologie. Donc le corps humain cherche à minimiser la dépense en énergie. C'est pour ça qu'on aura tendance à oublier beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on aura tendance à être paresseux, à pas vouloir réfléchir. C'est pour ça il y a certaines tendances en psychologie qui sont directement liées à cette envie d'économiser l'énergie, qui elles-mêmes sont liées à la thermodynamique, parce que forcément il y a de la friction dans l'air, il y a des dépenses énergétiques et on a une énergie limitée, donc le corps c'est
optimisé pour pouvoir survivre dans des environnements les plus hostiles possibles, le plus longtemps possible, parce que le but d'un organisme vivant, c'est de survivre. Donc, il est basé sur l'économie d'énergie, donc la manière que tu as de penser, tes biais par exemple, tes biais cognitifs, sont directement liés à ce besoin d'économie d'énergie. Tu vois, donc là je te fais quelques liens rapidement comme ça de tête. Mais dès que tu commences à étudier ces idées-là, tu vois que tu peux observer finalement le business, non pas d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire comment les humains vont se comporter si tu mets en place ce genre de choses. Et ce qui est génial avec ça, c'est que tu as aussi une pensée qui est beaucoup plus indépendante. Et c'est ce qu'on veut, c'est une pensée indépendante, parce que pour avoir des idées originales, il faut penser différemment du reste du monde, donc par extension, pour avoir une pensée indépendante. Voilà, donc comment concrètement on importe des idées des disciplines adjacentes, donc je vais être bref, mais je vais donner comment je fais basiquement, c'est, je m'intéresse aux grandes idées des grandes disciplines, hein, d'accord, donc je peux te les citer, donc là, je suis en train de faire mon podcast dans la nuit, parce que je suis un peu bizarre. Alors, on a réflexion, tout ce qui est réflexion, donc ça c'est plus prise de décision, résolution de problèmes, donc on a quelques modèles ici, mathématiques, les systèmes, ça c'est très très intéressant. Physique et chimie, donc ça moi je l'ai mis ensemble. Ensuite on a la biologie, ensuite on a la psychologie, et enfin on a la microéconomie. Voilà, ça c'est les grandes disciplines. Après on peut aussi s'intéresser à la philosophie. Après tu peux t'intéresser à d'autres disciplines adjacentes du style les écrivains, storytellers. Tu vois, par exemple, toi tu apprends le storytelling, tu te dis je vais étudier le storytelling. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les 20 blockbusters d'Hollywood que je kiffe le plus, qui ont vraiment de la patate, qui ont une histoire qui croche, ou comme tu sais, c'est des twist ends. Moi, j'adore les twist endings. Donc, tu peux étudier ça. Tu dis voilà, j'identifie les grands concepts du storytelling, comme par exemple un cliffhanger, ou alors, tu vois, quand tu crées de la curiosité, ou alors le modèle, le Hero's Journey, et je vais voir comment mes blockbusters préférés implémentent ces différents modèles. Je vais essayer d'appliquer ces modèles, d'observer ces modèles en regardant mes films préférés. Tu peux regarder les bandes annonces, ça c'est top si tu veux vraiment créer des grandes idées. Tu observes les bandes annonces des films et tu essaies de comprendre comment ces modèles en storytelling s'appliquent. Tu peux aussi prendre par exemple les modèles de la psychologie et dire voilà, comment ils ont utilisé les modèles de la psychologie. Je peux te ressortir quelques-uns de mes modèles qui sont très 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 basiques, c'est en plus d'observation de tendance. Tu vois, par exemple, tu vas avoir tendance à surréagir à la récompense et à la punition. Tendance à aimer, adorer, tendance à détester, haïr, tendance à éviter le doute, tendance à éviter l'incohérence. Tu vois, par exemple, on a le biais des coûts irrécupérables ici. Et donc, une fois que tu comprends ces concepts, alors là, je te les lis, c'est peut-être un peu abstrait, mais justement, plus tu t'en sers, plus tu comprends les nuances, plus tu arrives à les voir dans la réalité. Et donc, plus tu fais de connexion avec ces concepts de base en observant, par exemple, les blockbusters, eh bien, plus tu développes des nuances, une compréhension du storytelling. Et puis après, tu dis, tiens, ils ont utilisé par exemple, le Hero's Journey de cette manière-là, où t'as la quête du héros, ils ont fait ça comme ça, il y a le conflit interne, ils ont mis ça comme ça. Ok, tu vois, tu utilises ces modèles pour faire sens de la réalité. Un modèle, c'est juste un outil qui te permet d'interpréter la réalité. La réalité, c'est juste un immense bouilli, grosse bouillasse ultra complexe de guirlandes, et tu veux observer cette grosse guirlande informe à travers certains modèles pour un petit peu comprendre un peu les nœuds. Et donc, du coup, tu peux utiliser différents modèles à différents niveaux, des modèles qui sont spécifiques au storytelling ou des modèles qui sont plus génériques comme la psychologie, par exemple. Et dire, tiens, là, ils ont appliqué ça de cette manière-là. C'est intéressant. Ils ont utilisé ces phénomènes-là. Tu peux observer un truc, moi, j'aime bien étudier, c'est les sectes. Comment un mec à la base relativement intelligent finit à danser à poil dans un champ de cactus en hurlant des trucs dans une langue complètement starbée et en attendant les extraterrestres. Tu vois. Enfin, il y a des histoires comme ça. Tu te dis comment ce mec en est arrivé là, et tu observes toute la dynamique de la secte, et tu le regardes au travers de la perspective de tes idées, de tes grands modèles, tu vois. Et tu essaies de dire, tiens, d'un point de vue marketing, il y a ce modèle qui s'applique là, d'un point de vue psychologie, il y a ce modèle qui s'applique là, d'un point de vue storytelling, il y a ce modèle-là. Et tu commences à voir après ensuite les modèles comme des forces qui s'additionnent et qui provoquent des bugs dans le système de certaines personnes. Et donc, du coup, plus tu comprends l'application de ces forces, plus tu peux t'en servir dans ta propre communication, dans ton propre marketing. Voilà, donc intéresse-toi aux grandes idées des grandes disciplines. Tu peux aussi chercher les études sur Google Scholar, où t'as des IA maintenant comme Perplexity,
où tu peux faire des recherches. Il y en a d'autres, il y a Consensus qui est intéressant. Tu peux, du coup, tu peux aller chercher des études sur un sujet. Il faut juste, tu trouves le jargon, un mot-clé, tu vois, qui est spécifique. Tu vois, si tu veux apprendre à apprendre, tu as peut-être de la psychologie comportementale à aller étudier, tu vois, le conditionnement classique et opérant. Tu vas chercher le jargon, et dès que tu as le jargon, ça te donne accès à tout un domaine. Tu vois, c'est comme je disais avant, c'est une chambre d'écho. Donc cette chambre d'écho, t'as un jargon. Toi, si tu dis thermodynamique, c'est un mot de jargon. Si tu veux comprendre les échanges d'énergie, bah, si t'as pas le mot thermodynamique, ça va être difficile d'accéder en fait à toute cette chambre d'écho autour de ce domaine. Alors que dès que tu trouves le jargon, tu peux ensuite faire une recherche et là, bim, tu accèdes à des idées intéressantes. Et souvent, c'est ce que je disais au début, c'est que t'as les idées qui sont répétées continuellement dans tes thématiques. Et donc ces idées-là, si tu recherches ça sur Google, tu vas tomber sur cette même chambre d'écho, donc qui répète un petit peu ce que tu as déjà entendu. Donc on est une sorte de bulle de filtre où tu vas être exposé systématiquement aux mêmes idées. Mais dès que tu accèdes à un nouveau jargon, moi je vois le jargon comme un mot-clé qui me permet d'accéder à des connaissances auxquelles j'avais pas accès avant. Donc il faut vraiment, quand tu lis quelque chose, cherche le mot bizarre, le jargon, un mot spécifique complexe. Et donc du coup, ça te donne accès à un nouveau monde, voilà. Et c'est pas toujours digeste. Et c'est ça le truc, c'est que ces idées-là, tu vois, tu prends en sciences, t'as beaucoup de recherches qui ont été faites, qui ont découvert des choses fascinantes, mais dont tout le monde s'en fout parce que c'est formulé d'une manière qui est juste imbuvable. Genre, tu vas lire une étude scientifique, ça fait rêver personne. C'est plus facile de se connecter sur le flux d'actualité, de regarder ce que le pingouin d'en face il a raconté, de copier-coller le tweet et de le reformuler à sa façon et super, voilà, j'ai balancé de la valeur. Non, t'as pas contribué ce qu'on appelle au body of knowledge, t'as fait que rajouter au bruit ambiant. Alors que si tu fais cet effort d'aller chercher des idées, de dire ok, ça j'avais pas vu ça comme ça. Tu vois, donc du coup, je me suis rendu compte de plein de contradictions de ce que j'entends. Là, je suis en train d'écrire un article. Je sais pas quand il va sortir parce que c'est un peu encore complexe dans ma tête, mais et ça match avec mon expérience personnelle, c'est que j'observe comme Steve Jobs, Elon Musk ou encore Jeff Bezos quand ils créent un nouveau produit, quand Elon Musk a lancé sa Cybertruck là. Au début, tout le monde a dit ouais, c'est de la merde machin. Il a fait, je crois, presque 300 000 commandes, c'est un truc de malade. Et il a fait 0 recherche marché. Steve Jobs, la même chose, il dit on faisait pas de recherche marché quand il lançait un nouveau produit. Jeff Bezos, quand il a lancé Echo, il s'est pas appuyé sur la recherche marché non plus. Alors que tous les marketeurs te disent recherche marché. Je tiens donc de Munger l'idée que le marketeur qui n'a appris que le marketing peut réfléchir selon le prisme du marketing. Moi, je prends du recul, je me dis attends, est-ce que les recherches marché c'est vraiment pertinent? Quand est-ce que c'est pertinent et quand c'est que ça l'est pas? Et donc là, je prends du recul et je me dis, tiens, il y a une notion en prise de décision qu'on appelle la réversibilité. C'est-à-dire que tu as une porte à 2 sens ou une porte à un sens. Si je prends cette décision et si je me rends compte que c'est la mauvaise décision, est-ce que je peux revenir en arrière? Avec quelle facilité je peux revenir en arrière? Si je t'envoie dans l'espace avec une fusée et que dès que tu es dans l'espace, on se rend compte qu'on n'a pas fait le plein de carburant, à quel point c'est réversible? Pas tellement, d'accord? Alors que si tu décides, de tester pendant une semaine, de créer des contenus sur un sujet, si tu te rends compte que ce sujet te plaît pas, tu peux changer de sujet assez facilement. Donc, plus la décision est facilement réversible, moins tu veux faire de recherche au préalable et moins tu veux perdre de temps à prendre la décision. Tu dis, on décide très vite, on teste et tu vois, donc ça a très peu de coûts de test si ce n'est du temps. Et du coup, on voit ce que ça donne. Parce que le truc, c'est que les recherches marché, elles sont intéressantes dans le cas de figure. Je veux pas trop mettre là-dessus, mais c'est assez intéressant. C'est qu'elles sont utiles pour éviter de perdre de l'argent. Tu vois, si tu dois construire une usine pour fabriquer, des t-shirts, par exemple, c'est peut-être intéressant de faire une étude de marché avant pour voir combien de t-shirts tu peux potentiellement vendre, quel est le TAM, donc Total Addressable Market, ce genre de choses. Tu vois, des études qualitatives et quantitatives pour limiter les erreurs. Si maintenant tu lances une formation, est-ce que ce serait pas mieux de simplement dire ok, j'ai expérimenté le problème, j'ai un goût pour ce problème et pour une solution qui me parle moi et j'utilise mon intuition pour créer le premier prototype et je lance ce prototype et la recherche marché, elle se fait quand tu prends le téléphone pour vendre ta solution au client, tu regardes s'il l'achète pas. Quand il l'achète pas, tu essaies de comprendre pourquoi il l'achète pas. Et du coup, tu fais une version 2. Tu dis voilà, si je mets ça et ça et ça et que je organise plutôt comme ça, est-ce que à ce moment-là vous serez d'accord? Et s'il te dit oui, tu fais la modification, tu remets en ligne, tu dis voilà, c'est en place.
Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non. Et à force, tu vois, par itération, tu vas créer ton produit. Donc, tu vois, je prends du recul et j'essaie de connecter les idées. C'était pour te donner l'exemple. Donc, j'ai importé l'idée de la réversibilité des décisions. Et finalement, ça fait sens parce que à titre personnel, j'ai fait beaucoup de recherches marché. Je me rends compte que la plupart du temps, tu lis un avatar client, ça me donne pas une idée de la personne en face de moi. Tu vois, si tu devais par exemple écrire l'avatar de ton meilleur ami ou ta meilleure amie, et puis après tu donnais cet avatar sur papier à quelqu'un d'autre, à quel point cette autre personne, elle connaîtrait ton ami? Pas grand chose. Un autre exemple, si je te dis, décris-moi le goût de la cannelle, tu peux écrire un bouquin sur le goût de la cannelle, je comprendrai toujours pas quel goût ça a tant que j'aurais pas goûté. Tu vois, alors que si je crée quelque chose et que je regarde comment cette chose elle est reçue et que je fais l'expérience du truc, ou alors que ce que je crée c'est basé sur un problème que j'ai déjà résolu, donc je comprends ce problème en 3 dimensions, d'accord? Donc là, j'ai développé une intuition, un goût pour le produit qui est bien plus important. Le goût du produit est plus important. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expérimenter. C'est-à-dire que je vais expérimenter le problème et puis ensuite, je vais créer un prototype et je vais expérimenter le client. C'est-à-dire que je veux discuter avec mes clients pour me faire une idée, une intuition de mes clients. Bref, j'aurai l'occasion de te reparler de ça, mais je trouve ça fascinant parce que ça simplifie pas mal de choses. Et peut-être ça boucle aussi avec ton expérience. Il y a des cas de figure où les recherches marché sont utiles, et il y a aussi une manière de faire des recherches marché. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus, ça t'intéresse. Bref. Donc, je m'emporte un peu, mais bon, on est là pour ça. Alors, cherche des études sur Google Scholar, on était là. Donc, tu trouves des études scientifiques. Tu peux maintenant, en plus avec Consensus, il y a des IA, tu peux extraire les idées des études sans même savoir comment lire une étude, donc il y a quasiment plus aucune excuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'arbitrage de l'information. Donc l'arbitrage, c'est quoi? C'est que par exemple, si tu as 2 stations-service, une station qui vend l'essence à, je sais pas, 1 franc 50, 1 franc 90, et l'autre qui la vend à 1 franc 50, tu vas l'acheter à 1 franc 50 et tu la revends à 1 franc 90 de l'autre côté, tu as un arbitrage de 40 centimes. Donc l'arbitrage, c'est quand voilà, et l'arbitrage d'information, c'est quand tu disposes d'une information que quelqu'un d'autre ne dispose pas. Et donc là, c'est intéressant. Si tu vas chercher, tu vois, ça, on revient sur les chambres d'écho. Tu as une chambre d'écho en sciences sur des domaines où ils ont des super idées qui peuvent complètement disrupter le marketing, peuvent complètement changer la manière de faire du business, dont tout le monde s'en fout parce que c'est dans une étude scientifique et c'est relou à lire. On préfère aller lire les couillons sur les flux d'actualité. Mais si tu fais cet effort d'aller chercher ça, tu dis, ok, peut-être je peux essayer, je peux l'implémenter, tu essaies de comprendre l'idée, de l'implémenter, d'en faire ton idée à toi, ensuite tu l'importes et tu en parles autour de toi, tu fais des connexions avec ces idées et tu en parles autour de toi, et là d'un coup tu arrives avec une nouvelle idée. Et t'as l'impression, et les gens pensent que t'es un génie parce que machin, alors que non, t'as juste fait l'effort d'aller juste un petit peu plus loin, chercher, tu vois, c'est genre au lieu de faire 10 mètres, tu fais 50 mètres, et tu reviens avec l'idée, donc tu vas peut-être générer un peu moins d'idées, mais alors les idées que tu vas générer seront complètement différentes. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça te demande un petit peu d'effort. Et voilà, et donc je disais, lorsque tu trouves une grande idée, maîtrise-la, utilise-la. C'est plus un truc qui une erreur, et j'aurai aussi l'occasion de reparler de ça. J'ai baptisé, d'ailleurs j'ai créé une idée autour de ça, ce qui s'appelle le syndrome de l'instituteur. Alors ça vient de mon expérience personnelle, c'est que je me suis rendu compte que quand je trouve une idée, j'ai envie d'en parler tout de suite. Et le problème, c'est que si j'en parle avant de l'avoir implémentée, eh bien, l'envie de l'implémenter disparaît. Et c'est comme si tu te privais de pouvoir la maîtriser si tu en parles avant de l'implémenter. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai. Je sais pas si c'est valable pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Et du coup, on a cette tendance en tant que créateur, genre, il faut vite publier des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouveaux machins, des nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On apprend un sujet pour enseigner le sujet. Et pour moi, je pense que c'est une très mauvaise approche. Tu vois, genre, je veux apprendre le marketing pour enseigner le marketing. Non, tu veux apprendre le marketing pour faire du marketing. Et ensuite, tu vas enseigner les solutions que tu as trouvées dans l'implémentation. Moi, j'aime vraiment réfléchir comme ça aujourd'hui, c'est que d'un côté, il y a l'apprentissage, c'est-à-dire j'ai un problème à résoudre, et donc si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose que je sais pas, que je dois savoir, donc du coup, je vais chercher les ressources nécessaires pour l'apprendre et le faire. Et dès que j'ai résolu le problème et que j'ai compris les variables et que j'arrive à répéter les résultats, je dis ah ben tiens, c'est peut-être le moment de commencer à en parler, dire bah tiens, voilà, j'ai résolu ce problème. Maintenant, d'un point de vue, je peux en parler de manière intuitive, tu vois, là on est en train de dérouler ce podcast-là, je suis en train de dérouler ce podcast, j'ai quelques notes, mais les 3/4 des trucs que je t'ai expliqués, ça m'est venu spontanément, parce que j'ai cette intuition, parce que j'ai l'habitude de bosser avec ces idées-là. Ok, donc ça, c'était pour la première méthode, importer les idées des disciplines adjacentes. Allez, on a fait la moitié. J'espère que ça te plaît.
si tu es encore là, je suppose. Deuxième méthode. Donc là, il s'agit de créer un champ de distorsion avec une philosophie personnelle. Alors le champ de distorsion, c'est une idée qui nous vient de Steve Jobs. Il avait cette capacité à tordre la réalité et donc il rendait, d'ailleurs c'est ce que beaucoup de leaders ont comme Elon Musk, ils rendent possible l'impossible. Tu vois, le mec il dit on va aller sur Mars et t'as des mecs derrière qui disent ok on va construire une fusée. Donc on a cette capacité à tordre la réalité. Et donc comment tu fais ça? Très simplement, tu crées une philosophie et tu dis, et tu adaptes ensuite les idées à cette philosophie. Donc, je te donne, si je te dis tout simplement, à la base, enfin moi, je sais pas si tu as vécu ce truc-là, mais à l'école, en école de commerce, j'avais du marketing, j'ai trouvé ça d'un ennui mortel. J'ai appris le marketing, c'était les 4P, place, position, bref, price et promotion. Tu étais là, t'étudies ce truc, c'est ennuyeux. Maintenant, si je te dis, je travaille en voyageant grâce au marketing. Donc j'ai cette philosophie de l'entrepreneur digital grâce à un business digital, grâce au marketing. Ah, tout d'un coup, le marketing, c'est passionnant. Alors là, c'est une vieille, maintenant tout le monde fait à peu près ça, mais tu vois, tu prends à l'époque de Tim Ferriss, d'accord? Donc il avait la philosophie, tu vois, c'était le problème, c'est que t'es esclave du salariat et le mec il t'explique, enfin toi il détestait cette idée du salariat, donc il a fait quoi? Il a trouvé le moyen de travailler 4 heures par semaine. Et donc la solution, ça a été d'installer un e-commerce, créer des procédures, recruter une équipe, machin. Voilà. Et donc tu vois, dès que t'as une idée comme ça, une philosophie qui résonne, je sais pas, je pourrais te dire, je vais dire n'importe quoi, mais moi j'en ai marre de devoir bosser toute l'année. J'ai envie de bosser 1 mois par année. J'ai envie de gagner 2 fois mon salaire en bossant 1 mois par année. Donc là, on a le mois de travail. Tu vois, ça ressemble un peu à la semaine de 4 heures, mais tu vois, je pourrais dire ça. Mais donc, du coup, appliqué au business en ligne, le problème, c'est que comment tu réponds au téléphone si t'es pas là? Donc, faut faire peut-être des ventes sans passer par le téléphone, mais si tu vends des trucs chers, comment tu fais? Le support client, comment tu gères ça si t'es pas là? Bon, tu peux engager quelqu'un. L'acquisition, ça, c'est la plus grande question. Comment tu fais de l'acquisition si t'es pas en train de créer du contenu toute l'année? Et alors, si on a cette idée, tu vois, de la philosophie, genre, je te montre que je travaille 1 mois par an et que, en plus, c'est un mois que je kiffe, tu vois, c'est pas voilà, je fais mon truc tranquille et le reste de l'année, c'est pépouze, machin, vas-y, on se marre bien, on voyage. Et je te dis, bah voilà, je te montre mon système, comment je fais, comment j'ai lancé un business en ligne qui me permet de travailler seulement 1 mois par année. Et tu vas voir que je résous tous les problématiques dans ce prisme-là, dans cette philosophie-là, tu vois. Et donc, du coup, ça t'intéresse, je peux te parler exactement des mêmes trucs, tu vois. Je vais te parler de vente, je vais te parler d'acquisition, je vais te parler de créer des offres, etc., d'optimiser tes systèmes, de machin, enfin, tous les trucs basiques que tu as déjà entendus en marketing, seulement ils ont été adaptés à la philosophie de travailler 1 mois par année. Et donc ça, tu peux le faire dans toutes les thématiques. Le truc, c'est quoi là? Enfin, tu vois, moi, j'étais DJ avant, je pourrais très bien me dire, bon, ben, la manière dont on fait du DJing, c'est quoi? C'est on passe des disques. Bon, ben, moi, j'aime cette idée de passer des disques, mais je trouve un petit peu limité. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais inventer une nouvelle manière de mettre l'ambiance. Ou alors, je vais peut-être trouver, je vais peut-être, ouais, je sais pas. J'ai peut-être une autre vision de la scène. Ça me vient pas comme ça, mais donc du coup, je pourrais réfléchir à faire les choses différemment, à ma façon. Et ensuite, dès que j'ai ma philosophie, je dis, ben, tu vois, ça me permet de créer beaucoup plus de patates sur le dance floor parce que j'ai, par exemple, un petit pad avec des effets à côté, machin, qui fait que. Et donc, du coup, je peux t'enseigner à faire ça aussi. Donc, j'ai ma propre philosophie du DJing qui permet de lever un floor 2 fois plus, tu vois. Donc, il faut évidemment que ta méthode, elle soit différente, mais aussi supérieure. Dans le sens où elle permet de résoudre un problème qui n'avait pas été résolu avant d'une autre manière, avec d'autres contraintes. Et donc la méthode ici, pour créer cette philosophie, 3 étapes. Donc la première chose, pour moi, c'est la question la plus importante. C'est qu'est-ce qui te dérange dans ta thématique. Donc tu as des solutions existantes avec des bénéfices existants. Tu vois, si tu dis, ben voilà, moi ça me fait chier tous les jours de créer du contenu. J'en ai franchement plein le cul de créer du contenu. J'aime bien ça, mais tous les matins, il faut se réveiller, il faut créer un truc et c'est stressant. Il faut en faire toujours plus. Comment est-ce que je peux faire de l'acquisition sans avoir à créer du contenu tous les jours? Si je peux simplement me concentrer, c'est-à-dire que je crée quelque chose et dès que je l'ai créé, ça accélère mon business. Donc ça augmente les résultats. Mais ensuite, j'ai pas besoin de m'occuper au quotidien, de faire tourner le business, d'entretenir le business. J'arrive pour améliorer le business, puis ensuite il tourne à sa vitesse de croisière sans moi, tu vois. Donc ça pourrait très bien être ça, un truc qui me dérange. Ça pourrait être aussi, je sais pas, ce que pensent les autres, ce que disaient les autres, genre à un moment donné, tout le monde parlait, genre c'est que grâce au marketing. Ah ben tiens, moi je suis pas d'accord, vision holistique du business, c'est beaucoup plus intéressant. Donc
Tu trouves tout ce qui te dérange dans ta thématique. Donc, au niveau de la thématique, puis au niveau de ta grande philosophie de vie aussi, derrière, c'est comment ça t'impacte de manière générale dans ta vie, tu vois, quels sont à titre personnel, les bénéfices, les valeurs. Donc, c'est les bénéfices de second degré. D'accord, t'as les bénéfices directs, les bénéfices indirects de ta philosophie. Voilà. Et ensuite, tu formules le problème que tu résous avec les contraintes créatives, tu vois, du style, je sais pas, gagner 10 000 euros par mois, sans avoir à créer de contenu tous les jours. Ou sans avoir à créer de contenu tout court. D'accord, donc du coup, tu peux avoir... Alors, ce qui est intéressant avec les contraintes créatives, c'est qu'au début, ça peut paraître impossible. Non, mais de créer du contenu, machin, branding, etc., blablabla. Ok, mais comment tu peux faire autrement? Et ça te pousse dans tes retranchements. La créativité, elle vient avec les contraintes. C'est-à-dire que si je te dis mange une pomme, tu descends chez toi ou chez toi, tu manges une pomme. Si je te dis maintenant tu manges une pomme, mais ça doit pas être la tienne, ni celle de quelqu'un que tu connais, t'as pas le droit d'utiliser d'argent pour aller en acheter. Tu dois tout de suite faire preuve de plus de créativité pour trouver une pomme. Donc tu dis, et t'as pas le droit de parler non plus, de demander une pomme à quelqu'un. Tu pourrais éventuellement en voler une, d'accord? Et tu dois commencer à réfléchir comment est-ce que tu peux acquérir une pomme. Tu peux dans le jardin du voisin, chercher dans le pommier, il y a peut-être une pomme. Et voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça te pousse à trouver des solutions alternatives. Et souvent, par défaut, on se contente du truc. Genre, on est là. Ok, bon, c'est comme ça, la vie, elle est comme ça, je peux pas faire autrement, il faut que je fasse comme ça. Mais si ce truc-là, tu le détestes et que tu as envie de le changer, tu te dis, ben voilà, je mets cette contrainte-là. C'est pas sûr que j'y arrive, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de chercher une solution, tout ce que je peux. Et si par hasard j'en trouve une, ben c'est génial, tu vois. Et dès que tu résous un problème d'une manière plus créative, qui enlève une autre problématique, toi, du style créer du contenu tous les jours, dire, ben tiens, j'ai réussi à faire grossir mon business à, je sais pas, 30 000 balles par mois, sans créer un seul contenu. C'est clair que ça va intéresser pas mal de monde. D'accord? Donc, voilà, le truc, c'est qu'il y a un challenge, parce que ça n'a pas été fait avant. Peut-être ça a été fait avant, dans un autre domaine, peut-être dans une autre industrie. Donc, du coup, c'est encore une fois, tu peux aller chercher l'idée ailleurs aussi pour venir résoudre le problème. D'accord? Et donc ça, c'est la dernière étape. Créer ta solution sur mesure en adaptant les idées existantes. Donc, tu peux chercher les idées directement dans ta thématique, ou dans des thématiques adjacentes, ou dans des industries adjacentes, ou peu importe. Mais le fait que quand tu formules le problème avec les bonnes contraintes, tu vois, souvent c'est obtenir X sans X ni Y en Z temps, par exemple, je sais pas, hein, peu importe. Donc c'est tes contraintes. Bah après, tu câbles ton cerveau, c'est tous les jours, tu veux te poser des questions. Tu veux vraiment y croire, c'est genre, je veux résoudre le truc. Tu vois, par exemple, Elon Musk, c'est comment aller sur Mars. Il veut aller sur Mars, donc il veut résoudre ce problème-là. Aller sur Mars. Et donc, il en est convaincu, et son cerveau, il y a ce qu'on appelle le système réticule activateur qui se calibre pour identifier toutes les ressources qui potentiellement peuvent l'amener à trouver une solution. Voilà. Je vais terminer sur le fait avec la philosophie. Il faut bien prendre conscience qu'une philosophie, ça évolue constamment. D'accord? Donc, moi, mon conseil, c'est de prendre 1 heure pour définir ce qui te dérange dans ta thématique, et puis dans ta vie en général. De définir les grands principes pour résoudre le problème selon tes règles. Donc, tu n'auras peut-être pas toutes les réponses à ce moment-là. Et c'est là où tu vas commencer à consommer les grands esprits. Moi, je te conseille vraiment de lire de la philosophie, de l'économie, de la psychologie. Quand je parle de psychologie, étudie par exemple Carl Jung ou des gens comme ça. Cherche à consommer, à te mettre en contact d'esprits qui fonctionnent différemment, qui sont déjà des penseurs indépendants, et tu te rendras compte que leur manière de penser, de voir le monde, est très très différente, parce que eux-mêmes sont volontairement mis en contact des gens qui considéraient comme des génies. Et voilà. Et donc au fur et à mesure, tu mets à jour le problème et les principes. Ta philosophie va évoluer, parce que peut-être, tu vois, travailler un mois par an dans 10 ans, ça te fera chier. Tu te dis, ben, je me fais chier 11 mois par année. J'ai envie de faire des trucs de ma vie, j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire. Donc du coup, tu vas changer ta philosophie, elle va évoluer avec toi. Voilà. Donc j'espère que ce podcast t'inspire à créer tes propres idées. J'aimerais qu'on voit moins de clones et plus d'idées originales sur le web. Il y a beaucoup de place. Pour ça, il y a pas beaucoup de monde qui prennent cet effort. Ça demande une réflexion, ça demande de faire un effort supplémentaire. Mais derrière les idées que tu peux développer avec ça, c'est juste faramineux. Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée ou soirée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.